Vous avez passé la nuit dans les cachots du Donjon Rouge. Vous êtes dans une cellule à l'odeur absolument atroce. Vous êtes allongé comme vous pouvez sur des paillasses qui sont rongées par les insectes et vous sentez la vermine qui vous monte régulièrement dessus. Duncan et Andrea, vous avez vos blessures qui n'arrêtent pas de vous lancer. Andrea, tu as déjà la joue qui a été transpercée par la dague de Glarius Ptek qui est toute gonflée. Et vous êtes plongé dans un noir quasiment absolu. Vers l'heure du loup, vous voyez derrière la porte qui mène à votre cellule une lueur qui commence à vous éblouir. Vous entendez des pas qui approchent de la porte et deux hommes qui parlent derrière cette lourde porte de bois. Évidemment, les bruits de pas et la discussion vous réveillent. Vous sentez que les hommes essaient d'être discrets. Et vous avez une plaque en bois dans la porte qui est ouverte et derrière laquelle apparaît un visage. Vous avez la lumière d'une torche qui vous éblouit. Après toutes ces heures passées dans le noir, vraiment vous êtes complètement aveuglé. Et vous voyez le visage grimaçant d'un homme que vous reconnaissez. C'est Ricard Kering, l'homme qui, toi Andrea, t'avais presque agressé dans une auberge. Toi Duncan, c'est l'homme que tu as renversé lors de ta première joute, qui t'avait insulté devant toute l'assemblée. Et là, avec un regard de dédain et vraiment un sourire qui lui barre le visage, il vous dit « Ah, je suis heureux de voir que la volonté des dieux a été exaucée. Vous êtes exactement là où des assassins comme vous devraient être. » Sir Kering, on ne va pas rester très longtemps ici. Ouais, j'attends de voir ça. En attendant, la partie semble plutôt mal engagée pour vous. J'espère que vous allez payer pour ce que vous avez fait et pour la honte que vous m'avez fait subir devant tout Port-Réal. Il crache presque sur vous à travers cette petite ouverture qu'il y a dans la porte. Et vous entendez le geôlier qui dit Mais sire, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas rester ici très longtemps. Il faut partir. Bien, c'est bon, j'ai compris. Passez une très bonne soirée, messieurs, et en espérant vous voir lorsque la justice du roi vous frappera. Et il referme la petite trappe. Quel bâtard. T'inquiète pas, Andrea, il dit des conneries. Tout ce qu'il veut, c'est nous mettre la pression. On est dans notre bon droit, on a fait ce qu'il fallait, non? On a quand même tué un émissaire de la reine. Ouais, je me rends compte, mais on n'avait pas le choix. C'était soit lui, soit nous. The might whisper from the eyes, bring to you kings and sons to die. Why the grass will always be marked by the cold blood of northern grey. Be with the fight that will give you iron hearts. Quelques heures plus tard, le sommeil ne vous a toujours pas gagné, c'est très dur de réussir à vous reposer dans ces conditions. Vous entendez de nouveau des bruits de pas, cette fois un petit peu plus nombreux. Vous avez la porte qui est ouverte en trombe, le geôlier dit Vous n'avez que peu de temps pour rester avec eux, maître. vous voyez Mest Ortengrim qui rentre dans la geôle, qui vous voit et qui tout de suite se précipite à votre chevet. Messire, mes seigneurs, Ça vous met une main sur les épaules. Andrea, Duncan, comment allez-vous? pourrait aller mieux. Surtout Andrea, il est blessé à la bouche. Il a du mal à parler. Oui, je vois ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Roderick ou Grégor auraient préféré venir à ma place, mais une seule personne pouvait venir, donc ils ont préféré envoyer la personne qui saurait vous s'occuper de vous dans le cas où vous seriez blessé. Laissez-moi observer vos plaies, j'ai peur que ça s'infecte dans ces conditions sanitaires absolument pitoyables. Et donc tout de suite il regarde ta bouche qui est toute enflée, et il a ramené des onguents, des choses, et vraiment il vous met des cataplasmes, des choses pour vous aider. Vos plaies sont déjà un peu rouges et boursouflées, et la douleur est assez intense quand il vous la met. Tiens-moi, Andrea.
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peu de temps pour rester avec vous, il faut que vous me disiez le plus d'informations possible pour que je les ramène à Roderick et à Grégoire. Ok, on était allé voir Garus Tech pour essayer d'avoir des informations sur l'assassin et on s'est rendu compte que c'était lui, l'assassin. Le marchand? Ouais, le marchand, ouais. C'était un assassin de Bravos, le chauve, avec le tatouage de serpent. Oui, je vois, celui dont on a entendu parler. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Aucune idée sur l'ordre de la reine, sûrement on n'a pas plus d'informations. De la reine? Possiblement. Il est un peu estomaqué, il se concentre sur vos blessures. Il dit, mais en êtes-vous sûr? Pas du tout. De ce qu'on sait, c'est le Mayo Vero, l'assassin en question, est un assassin qui ne répond qu'à des commanditaires très fortunés, très importants, très puissants, et de qui pourrait nous en vouloir ou qui nous regarde avec dédain depuis que nous sommes arrivés ici. Il n'y a pas grand monde, et en l'occurrence, parmi les grands seigneurs qui pourraient se permettre de payer des services de ce type d'assassin, la liste est très courte. De par les enjeux économiques que nous représentons, enfin que la famille Foresta représente, ça serait pas étonnant que la reine ou l'entourage de la reine soit responsable de contrat qui est lié à cet assassin. Très bien. Lord Andrew, apparemment, vous avez discuté avec lui, vous avez eu le temps de lui donner quelques informations, il a vérifié vos dires et il a intercédé en notre faveur. Donc vous allez être libéré au moins quelques temps et je pense que vous allez pouvoir continuer à participer au tournoi. Dans quelles conditions, ça, je ne sais pas trop si vous allez réussir à monter en scène, mais bien, ma foi, nous... Si on peut sortir déjà. Ouais. Tout le monde va bien dehors? Tout le monde va très bien. Ouais. Tout le monde va très bien. Maître, votre entrevue est terminée, je vous ai dit que vous aviez peu de temps. Bien, tenez bon et on reverra sur le champ d'honneur. Et tout de suite, il repart avec le geôlier qui claque la porte et les torches disparaissent et vous vous retrouvez de nouveau dans l'obscurité la plus totale. Tu te réveilles dans cette grande forêt aux pins centenaires. Tout de suite, c'est un environnement dans lequel tu te sens extrêmement à l'aise. Il y a le vent qui vient bruisser dans les branchages des pins. L'herbe, les mousses, les rochers, c'est un endroit que tu reconnais. Tu es dans le bois sacré qui est juste derrière Ironrath. Tu as tout de suite conscience que c'était très étrange de te retrouver à des centaines, milliers de lieues de Port-Réal. Tu sais que tu n'es pas vraiment là dans cette forêt actuellement, mais que tu es dans ton lit en train de rêver. Par rapport à tes autres visions, tu es quand même dans un environnement un peu plus tranquille. Tu es au bord d'un espèce de ravin. Ironrath est dans une sorte de cuve rocheuse dans laquelle s'engouffre cette grande forêt de pins sur plusieurs lieues. Et toi, tu es un petit peu en hauteur. Tu as vu sur le fond, disons, de cette cuve végétale. Tu es à flanc de falaise, mais sur un petit terre-plein. Un petit promontoire qui te permet d'avoir une vision d'ensemble assez précise de tout ce qui se passe dans la forêt. J'observe les alentours. J'attends en fait d'avoir encore une fois la vision de cette ombre qui me faisait peur ces dernières fois. Derrière toi, tu entends une voix qui te dit « Les visions de vervoyance ont un grand pouvoir ». Et au moment où tu te retournes, tu vois effectivement, il est juste à côté de toi, cette espèce d'énorme ombre, peut-être un peu moins effrayante par rapport à ce que tu as vu la dernière fois, parce que tu es vraiment dans cet environnement qui t'est un peu plus familier. Mais vraiment, c'est comme si tu avais une figure humaine noire qui aspirait toute la lumière, comme une espèce d'énorme gouffre dans lequel la lumière est aspirée physiquement de manière extrêmement intense. Tu comprends que cette personne te regarde, même si ce n'est qu'une silhouette d'ombre. Même si je m'attendais à le voir, j'ai quand même ce creux un peu dans l'estomac, mais je prends sur moi et je m'adresse à lui directement et je lui demande « Qui êtes-vous » Une étrange question. Tu peux désormais voir le passé et le futur et tu te poses la question de savoir qui est un malheureux passant dans un de tes rêves. J'ai besoin de réponses, c'est tout. Oh, tu les auras, Freya. Et quand ? Quand tu seras prête. Ce n'est pas moi qui contrôle tes rêves, Freya. C'est toi qui te mets des barrières et qui t'empêche de voir certaines vérités. Non, je veux les voir, je veux savoir pourquoi, je veux savoir ce qui m'attend, pourquoi j'ai ces visions, je veux savoir. Tu découvriras tes pouvoirs au fur et à mesure quand tu seras prête. Mais les pouvoirs de vervoyance sont à double tranchant. Le passé et le futur sont peut-être une des armes les plus dangereuses qui soient. Regarde, et il te montre le fond du ravin.
Pendant quelques secondes, tu regardes l'endroit qui t'indique, tu vois les pins qui sont balayés par le vent. Tu vois d'un coup une silhouette qui surgit de ces pins à une centaine de mètres en contrebas de toi. Et tu vois un plus jeune Merrick Kell, la sentinelle de ton père, qui avance d'un pas feutré. Il a son arc en bandoulière, il a sa grande cape de garde forestier sur les épaules. Et au bout de quelques mètres, il se retourne et il dit « Venez, Freya !» Et tu vois une petite Freya, qui doit avoir 9 ans, 10 ans, qui avance derrière lui comme ça, qui est un peu gênée par sa robe, mais elle avance avec lui à la suite de Merrick dans ce bois. Et juste à côté de toi, tu entends d'un coup un petit miaulement, vraiment à 3-4 mètres de toi. Tu vois en te retournant un petit Vali miniature, tout bébé vraiment, et tout seul, qui est en haut de cette falaise avec toi, et qui a l'air complètement perdu, complètement déboussolé. Il n'est pas du tout comme le Vali que tu connais, il n'est pas blessé, il n'a pas de balafre, pas de blessure, il ne lui manque pas d'oreille, sa patte n'est pas brisée. Et d'un coup, tu as un flash comme si tu étais dans le noir absolu et qu'il y avait un fil blanc cristallin qui était tendu entre toi et Vali. Tu vois Merrick et la petite Freya qui avancent, qui continuent leur lancée. Et Vali a l'air totalement perdu, le petit Vali, il miaule, mais tu sens bien que Freya et Merrick ne l'entendent pas. Par réflexe, je vois un Vali bébé, donc je me mets par terre et je vais pour tendre la main vers lui, pour essayer de le caresser, parce que ça reste mon Vali. Et ça me fait tellement de bien de le voir. Tu sens comme s'il sentait ta présence. Tu vois qu'il ne te voit pas, mais il semble d'un coup un petit peu effrayé par ta présence. Il a un réflexe presque animal, de s'éloigner. Il se met au bord de la falaise et il se met à miauler de plus en plus. Vraiment, il a l'air totalement effrayé par ta présence. Tu vois que la petite Freya et Merrick continuent leur chemin et s'éloignent de plus en plus de Vali. Tu te souviens que c'est effectivement le jour où tu l'as retrouvé, Vali. T'es assailli par des flashs. Et dans ta tête, t'as de nouveau cette vision, dans l'obscurité la plus totale, du filament cristallin qui commence à se tendre, de plus en plus fragile, plus la petite Freya avance et s'éloigne de Vali. Vali, effrayé par toi, aimerait descendre sa ravin, mais il est trop petit, il n'y arrive pas, il est trop terrorisé. Et tu vois toujours Freya et Merrick qui s'éloignent de plus en plus. Je me rapproche une dernière fois de Vali. Cette fois, j'essaie de le prendre dans mes bras, dans mes mains, pour l'aider à descendre. Terrorisé par toi, il sent cette présence un peu étrange, irréelle, qui est autour de lui. Il recule, il bascule et tu vois qu'il tombe du ravin. Tu ne le vois pas tomber, mais tu entends des chocs sourds répétitifs. Un bruit de fourrés qui sont balayés. Et peut-être au dernier moment, tu vois la petite Freya au loin, qui a entendu un bruit, qui se retourne et qui se met à courir dans la direction. « Freya, qu'est-ce que vous faites ? Revenez, madame !»« Oh, Merrick, regarde, j'ai trouvé un animal, il est blessé !» Tu vois qu'elle porte ce petit animal, et ça y est, il a l'œil complètement en sang, il a la patte brisée, il a une oreille qui s'est arrachée dans la chute. Et tu as encore cette vision du noir total avec le petit filament cristallin qui se tendait, et qui s'est remis dans une position plus confortable dans laquelle il ne se brisera plus. Tu as l'ombre derrière toi qui te dit « Un grand pouvoir, un double tranchant ». Et tu te réveilles en sursaut dans ton lit. Les Foresters, Astrée et Daemon, vous êtes sous la tente des Foresters. Il y a Maestre Ortengreen qui revient du Donjon Rouge, donc il a vu les garçons. Effectivement, leurs conditions de détention sont absolument catastrophiques, mais ils vont bien et il a réussi à transmettre aux garçons le fait qu'ils allaient pouvoir être libérés, qu'ils allaient pouvoir participer au tournoi. Ils sont persuadés que c'est Glarus Ptek qui est l'assassin de Carmine, l'homme avec le tatouage de serpent, c'était bien lui, et qui pensent également que la reine Cersei est mêlée à cette affaire. Du coup, première question, c'est est-ce qu'il va y avoir un procès? Alors ils seront libérés, tant mieux, mais est-ce qu'il y aura une suite judiciaire à tout ça? Pour l'instant, a priori non, parce que Andrew Estremont s'est un peu porté garant, parce qu'il a vérifié leur histoire, et effectivement, le tatouage de serpent, c'est unique, donc c'est bien le fameux assassin de Bravos, le Maillot-Viro. Carmine avait témoigné du fait qu'elle l'avait vu recruter des hommes il y a très longtemps dans l'auberge du cerf couronné. Tout ce que vous avez dit pendant l'audience, pour l'instant, se recoupe, et c'est bien l'assassin, a priori l'assassin de Carmine, donc ce qui permet pour l'instant de les libérer. Il y a quand même cette ombre effectivement de la reine qui pèse au-dessus de tout ça, parce qu'il avait dit qu'il travaillait également pour la reine. Et vous savez que la reine Cersei est mêlée un peu à cette histoire de bois de ferrugier, parce que apparemment elle avait l'air très intéressée pour commercer le bois de ferrugier, mais avec les White Hill. Donc la reine Cersei a une responsabilité dans la mort de Carmine. C'est possible en tout cas.
si elle a embauché le tueur, Oui. effectivement. Enfin, on n'a pas encore de preuves solides Non. pour accuser la reine. On a que des soupçons, donc pour l'instant, on va pas s'emballer là-dessus, mais apparemment, oui, effectivement, elle doit avoir des liens. Mais si c'est bien ça, dit Grégor, ce n'est pas un ennemi puissant que nous nous sommes fait, c'est l'ennemi absolu. Je propose que nous n'en parlions pas parce qu'il y a toujours des oreilles qui traînent un peu partout. Et nous n'avons aucun pouvoir face à la couronne, donc il va falloir qu'on trouve une solution à cette situation parce que, évidemment, contre la couronne, nous sommes toujours perdants. Alors, moi je dis rien, mais à l'intérieur je boue très fortement parce que je comprends que la principale responsable de la mort de Carmine, c'est la reine. Et au moment où tu as cette pensée, où tu sors de la tente et tu es vraiment en colère et tu es en train de triturer les méninges concernant cette affaire, tu vois un énorme cortège qui remonte l'allée qui mène jusqu'à votre tente. Il y a des dizaines et des dizaines de soldats Lannister et devant ce cortège, à la tête de ce cortège, il y a la reine Cersei, accompagnée à côté d'elle de son frère Jaime Lannister qui est dans son grand manteau blanc de la garde royale. Elle a également à côté d'elle Andrew Estremont qui l'accompagne et également un de ses vassaux, Armory Lorch, que vous avez déjà vu les filles hier, qui a été très dur avec vous concernant le commerce de Férugier et qui voulait vous imposer de le vendre effectivement à la couronne. Vraiment, ils arrivent de manière assez impressionnante. Il y a Grégor qui sort, Maître Thorngrim qui sort avec vous. Vous vous rendez compte assez rapidement qu'ils vont très clairement dans votre direction. Et quand ils arrivent à quelques mètres, Grégor met un genou à terre, il baisse la tête et il dit « Votre grâce ». Moi, à côté, je vais faire de même, tout en étant un peu attentif à ce qui se passe et en étant prêt à toute éventualité, je me mets un genou à terre aussi, votre grâce. Je m'incline également. Moi aussi, je m'incline. Je m'incline avec un petit temps de latence par rapport aux autres. Kay, il l'a remarqué, il te met une main sur l'épaule et il se met à genoux pas te poussant, mais en te forçant un peu à aller plus vite discrètement, voilà. Il y a Armory Lorch qui, de manière assez brute, dit, en pointant les filles, « Ma reine, ce sont elles ». Et il y a Cersei qui s'adresse à tout le monde et qui vous dit « Messeigneur Forrester d'Amastré, j'ai cru entendre, dans ce qu'on se dit mes agents, que des membres de votre maison auraient débarrassé la couronne d'un assassin bravosien qui se serait infiltré dans la cour de Port-Réal. C'est tout de même une action assez exceptionnelle et elle mérite une récompense. » Votre grâce, merci pour vos louanges envers notre action d'hier. Effectivement, nous sommes heureux d'avoir mis fin aux actions et aux agissements de cet assassin. Comme vous le savez, comme tout assassin bravosien, il était certainement sous contrat avec quelqu'un. Il n'a pas agi seul, donc nous sommes encore dans cette enquête. Nous recherchons encore qui a pu engager ce bravosien pour assassiner notamment notre amie Carmine. C'est très aimable à vous d'avoir débarrassé la couronne d'un tel danger. Après, je ne voudrais pas vous mêler plus que ce que vous ne l'avez déjà fait. Vous êtes déjà bien engagé et c'est vrai que cette affaire ne vous concerne plus vraiment, mais rassurez-vous, nous comptons bien démasquer le commanditaire. C'est la personne qui a permis à cet homme de rester de manière infiltrée aussi longtemps dans les plus hautes sphères de Port-Réal. Merci, votre grâce. Et je vous en prie. Votre grâce, hier, votre homme de main, Sir Lorch, est venu nous rencontrer. Vous l'avez vous-même envoyé? Tout à fait, Sir Armory est un banneret de la maison Lannister. Le commerce de Férugier intéresse beaucoup mon époux, le roi Robert. Et par les actions héroïques qu'ont menées votre famille, mesdemoiselles, ce serait du coup pour la couronne un plaisir de s'occuper du commerce de bois de Férugier et d'en acquérir absolument l'intégralité. Et je tiens aussi également à vous, dame Freya, et à vous, dame Astrée, à vous offrir une place de dame de compagnie à la cour. Je regarde Freya. Je tenais déjà à vous remercier, votre grâce, pour cette proposition. Mais ne me remerciez pas, acceptez. C'est comme cela que vous me ferez plaisir. Cela mérite réflexion et je dois évidemment en discuter avec mon père. Vraiment? Parce qu'une place de dame à la cour, je n'imagine pas d'autre but plus glorieux pour une jeune femme que de rejoindre les rangs de la cour la plus respectée de tout Westeros. C'est pour cette raison que je vous remercie tout de suite pour cette proposition. Je ne sais pas ce qu'en pense Dame Astrée. Je commence à m'avancer et je sens une main qui me retient. C'est Roderick qui me tire la robe vers l'arrière. Et je me tais. Je reviens en arrière et je dis rien. Et vous, Dame Astrée, désirez-vous rejoindre ma cour? Ce serait donc une monnaie d'échange?
pour le bois de Ferrugier. Un terme un peu barbare, peut-être un peu dur pour vraiment ce que c'est. Dans tous les cas, peu importe comment se passera le commerce, vous aurez évidemment une place à ma cour, mesdemoiselle. Je ne peux malheureusement pas décider de cela toute seule, et je ne vois pas comment je ne pourrais être dame à la cour, sachant que Roderick va retourner dans le Nord. Si votre futur époux est d'accord, et si votre amour est véritable, je suis sûr qu'il arrivera à patienter quelques années, le temps que vous formiez à la cour en tant que dame. Je ne suis pas sûre moi-même d'en être capable. Très bien, cela était un peu contrariant. J'aurais imaginé que vous acceptiez un tel cadeau. Donc j'imagine que d'autres personnes s'en montreront peut-être plus dignes. Nous n'avons pas refusé. Nous souhaitons juste un temps de réflexion. Eh bien, j'imagine que je peux vous l'accorder, ce temps de réflexion. J'attends votre réponse demain, mademoiselle. Et il y a Grégor qui dit « Merci votre grâce de proposer une telle opportunité à ma fille et à ma future belle-fille. Nous allons ardemment réfléchir à la question. » Très bien. Eh bien, bonne journée à vous. Et en espérant que le reste de votre séjour à Port-Réal sera un petit peu moins mouvementé. Votre grâce. Votre grâce. Elle salue, tout le monde s'incline. Et elle repart avec tout le cortège. Alors il y a Andrew Estremont qui reste avec vous. Et une fois que tout le monde est parti, il vous fait un peu un grand sourire et il fait bien. Une situation un peu fâcheuse. Je pense que vous l'aurez compris. La reine a entendu parler de votre accord avec les Tyrell. J'imagine que ça ne lui a guère plu et qu'elle voulait récupérer la main sur cette affaire. Malheureusement, je crois que les Tyrell ont plutôt bien joué et c'était pour cela que la couronne avait demandé de m'occuper du commerce de Ferrugier, mais en vous adressant directement à vous et en ne passant pas par moi, j'ai peur pour nous et heureux pour les Tyrell qu'ils aient réussi à mettre la main entièrement sur le commerce de bois de Ferrugier, mais vous pouvez toujours vous rétracter et accepter la demande de la reine Cersei. Elle fera autorité sur la question. Aucune décision n'a été prise, ni pour les Tyrell, ni pour la reine Cersei. Il semblerait que les Tyrell aient choisi pour vous, malheureusement. Parce que, évidemment, en allant directement vous voir, ils savaient que la reine allait en entendre parler. Ils savaient qu'ils allaient créer un conflit dans lequel vous seriez obligé de choisir. Donc voilà un peu au pied du mur, mademoiselle. Vous voulez mon conseil ? Maintenant que je n'ai plus grand-chose à faire dans l'histoire, c'est dommage. Je vous inviterai à choisir assez rapidement avec qui vous voulez traiter, puisque ce sera l'un ou l'autre des deux parties qui pourra vous permettre de commercer votre bois de Ferrugier. Moi qui étais discret et la tête baissée depuis tout à l'heure, je me relève et je fais preuve d'un entrain pas naturel du tout, mais visible. Mesdames, je crois que cette proposition ne se refuse pas. C'est une opportunité unique pour vos familles respectives. Je pense que la décision peut être prise très rapidement et vous devriez vous pencher sur la question dès maintenant. Je ne ferai rien sans l'accord de Roderick. Si vraiment c'est ton désir le plus ardent, nous pourrions, tu pourrais rejoindre la cour de la reine Cersei, mais mon désir de t'épouser est toujours là et j'aimerais le faire le plus tôt possible. Donc j'espère que nous puissions nous marier en rentrant à Aerondras. Tu n'es donc pas d'accord ? Je préférais que tu restes avec moi. Très bien, de toute façon, du côté des Tyrell, je n'avais aucune chance de devenir dame de compagnie. Je vous laisse décider. Il y a Grégor qui dit j'ai plus l'impression que si tu rejoins la cour de Cersei, tu seras plus, disons, un otage, plus qu'autre chose, qui servira à nous faire pression pour le commerce de bois de Ferrugier. Je n'ai pas grande confiance en la reine. Il serait peut-être intéressant justement d'avoir quelqu'un au sein de la cour pour avoir une oreille attentive à ce qui se passe à Port-Réal. Et d'être en première ligne également pour se faire assassiner. Peut-être, mais dans tous les cas, les Lannister, qui sont donc très proches de la couronne, sont les plus proches de nous géographiquement, ils sont quasiment à nos portes, alors que les Tyrell sont loin et sont plus éloignés. Alors, comme on dit, être aussi proche de ses ennemis que ses amis, je pense que ça ne sera pas forcément une mauvaise idée. Je pense pouvoir être capable de me faire passer pour une otage, invitée otage, et d'avoir les yeux à la cour pour vous. Je pense que vous en êtes capable, oui, en effet. Alors il y a Andrew Estremont qui dit « Attention, Dame Astrée, c'est un pari risqué et beaucoup s'y sont cassés les dents en pensant avoir les capacités d'être la personne qui aura beaucoup de hauteur par rapport à tout ce qu'elle voit et nous sommes souvent que les pions de plus grands joueurs que nous. Je n'ai pas peur de la mort,
Oh, je ne pense pas que vous risquerez grand-chose à Port-Réal. Votre sécurité sera très certainement assurée. En revanche, j'ai peur que le commerce de bois de ferrugier soit totalement accaparé par la couronne si votre présence à Port-Réal se confirme. Écoutez, vous avez le temps de réfléchir, vous avez encore quelques jours, je pense, mais il faudra soit vous décider à traiter avec les TRL, soit à traiter avec la couronne, mais j'ai peur que l'un ou l'autre ait le monopole et que vous ne puissiez pas choisir d'entre deux. On a une journée pour décider. C'est vrai que la reine nous a mis un ultimatum d'une journée. Écoutez, quelle que soit votre décision, indiquez-moi avec la personne avec qui vous souhaitez marchander et je m'occuperai de l'organisation du commerce. Essayez de passer directement par moi dorénavant pour éviter ce genre de désagréments et de mouvements politiques un peu abrupts. Sur ce, messieurs, dames, je retourne à mes activités. Ça reste trop long. Bonne journée. Daemon, il y a Kale qui s'isole un peu avec toi et qui te dit... Bon, Daemon, ça commence à être un peu compliqué cette histoire. Toi et moi, nous habitons sur les terres de la couronne. Sans de refaire, nous sommes des bannerets directs de la couronne. Donc, la première autorité que nous respectons est celle de la couronne et donc de la reine Cersei. Et nous allons vite nous retrouver dans un entre-deux qui sera presque intenable, puisque imagine que la reine Cersei te demande d'arrêter les Foresters. Que feras-tu à ce moment-là ? C'est la reine, du coup, qui a potentiellement tué Carmine. Je ne veux pas lancer l'accusation en l'air, mais si cela se confirme, nous sommes dans une situation extrêmement bancale. Et tu vois, et si je venais juste de trouver un véritable but à ma vie ? Si en vérité, tout m'avait emmené juste à cet endroit précis, et en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre fin à la tyrannie et le mensonge. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais quel est le châtiment pour oser porter ce genre d'accusation, ne serait-ce que les dire à voix haute comme tu l'as fait. Garde ces idées pour toi, réfléchissons. Ça se trouve, la reine Cersei n'est même pas concernée par cette affaire. Si c'est la couronne qui a aimé à ça, il n'y a rien que nous puissions faire. Rien, tu entends ? Tu ne t'approcheras jamais de la reine à moins de quelques mètres. Sauf si on a des alliés au sein de la couronne. Attends, je t'arrête tout de suite. Sors-toi cette idée de la tête parce que ça ne peut que très mal tourner pour toi et pour moi, Daemon. Et une fois que tu meurs, moi, qu'est-ce que je suis ? Qui je suis ? Si je te perds, ton père évidemment ne s'occupera plus de moi, je n'aurai plus aucun importance, je resterai chevalier errant toute ma vie à traîner sur les routes. T'es trop une tête brûlée, Daemon. Il faut que je sais que je suis un peu le cerveau de ce duo. C'est moi qui réfléchis avant d'agir, mais là tu es en train de déraisonner. Là, tu as perdu la tête. T'insinues que je réfléchis jamais ? Non, j'insinue que tu agis plus vite que tu ne penses. Mais là, je pense que tu vas faire une belle bêtise. Tu es emporté par l'émotion et je pense que là, si tu continues sur cette voie-là, ça ne peut que mal finir. Pour toi et pour moi. Et arrête de penser à voix haute et de dire que tu vas attaquer la couronne. Tu viens de dire à voix haute. Il n'y a personne autour. Oui, mais tu l'as dit. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas dit fort. Après cette entrevue impressionnante avec la reine, vous vous rendez tous sur le site du tournoi pour voir assister aux joutes. Et effectivement, vous voyez que Andrea et Duncan sont amenés sur le champ des lys par des soldats Lannister. Et peut-être que votre décision, les filles, n'a sûrement pas dû plaire à la reine, puisque de manière à les afficher un peu devant tout le monde, ils arrivent encore enchaînés. Une fois qu'ils sont près de leurs chevaux, dans leurs vêtements sales, encore tachés de sang et qui n'ont pas pu changer, c'est à ce moment-là seulement, où toute la foule les a vus, qu'on enlève leur chaîne et qu'on vous permet de revêtir vos armures. Donc vous vous changez assez rapidement en attendant que les autres passent. Et déjà une première joute qui a lieu dans laquelle le futur époux de Allegra Estremont, c'est Vardis Sassfield que vous aviez rencontré Astrid et Andrea et jeté à terre. Il ne remporte pas sa joute, mais apparemment il est renversé par un très très bon cavalier. Ensuite c'est à ton tour, Duncan, et donc quand tu arrives sur les joutes, Harald t'a aidé à revêtir ton armure, mais tu sens que les soins de Maître Ortengren ont quand même fait leur effet et tu vas pouvoir jouter. Tu es contre un certain Dunaver Chaunet, dont l'emblème est une sorte de drapeau tricolore, bleu, rouge et vert, sous lequel il y a un poisson blanc. J'ai quasiment pas dormi, je comprends pas ce qui se passe. Ils nous ont emmenés avec les chaînes, je pensais qu'on allait se faire exécuter, je sais plus ce qui se passe quoi. Mais on enchaîne, il faut combattre. Bah écoute Duncan, concentre-toi sur l'instant présent, sur ta joute, et pense à... je sais pas vraiment où je suis là, mais... Je comprends la fatigue, c'est normal. Est-ce que tu as une douleur particulière ? Non, ça va. Ça tire un peu l'épaule, mais... Bah oublie ça, concentre-toi sur ta lance, et c'est tout. Ok. Les trompettes résonnent, et ton adversaire fonce à toute vitesse vers toi. Je suis parti un petit peu en décalé par rapport à lui, mais il y a tout qui vient en automatique.
Je suis tellement fatigué que mon corps fait les choses tout seul. Et j'y vais toutes mes forces. J'ai toute cette frustration qui ressort. Et c'est vrai que la première fois qu'on se croise, on a les lances qui se brisent. J'accuse quand même un petit peu le coup, puis pas le temps de réfléchir, je récupère une deuxième lance et c'est reparti. Tu sens que le premier choc t'a presque un peu réveillé, t'as de nouveau l'adrénaline du combat qui revient, qui repart dans tes veines et dans tes muscles, et t'arrives de plus en plus à être concentré, et tu sens que t'arrives quand même à te reposer sur ton physique et ton gabarit qui est assez impressionnant. On se recroise, mais là il se passe rien. Il se passe rien, mais je sens que je peux prendre l'avantage. Le dernier tour arrive, ça je le sais, il n'y en aura pas d'autre. Un choc énorme, tu es presque désarçonné. Tu sens que lui aussi essayait de régler la situation le plus vite possible. Et t'as très bien frappé, mais tu as très bien frappé également. Tu arrives au dernier moment à rester en selle alors que lui s'écroule dans la poussière. Et t'as une grande clameur qui s'élève dans toutes les lices. Et tu te rends compte que tu as remporté ta 3e joute. Ouais, j'arrive pas à en profiter. Là, j'ai juste envie de me poser et de faire une sieste si c'est possible. Et donc tu rejoins les 8 derniers jouteurs pour les quarts de finale. Toi-même, tu es un peu surpris. Quand tu rentres, il y a Grégor qui te prend dans ses bras. Et évidemment, tu sens que peut-être le bouclier en bois de ferrugier a dû peser dans la balance et t'aider à encaisser les chocs. Voilà, Grégor est absolument émerveillé parce qu'il pensait jamais que tu allais arriver à cette 4e étape du tournoi. Ouais. Mais moi non plus, je pensais pas. Moi, je le regarde avec beaucoup de fierté, je me dis ça y est, tu vois, je t'avais dit que l'entraînement paierait. Ah bah Je suis fier de toi. Maintenant, c'est pas fini. Il y en a encore une, encore 2, encore 3. Ok. La route est longue. Enfin, je me repose avant quand même. Oui, bien sûr. On va aller se reposer. Andrea, c'est ton tour, juste après Duncan. Moi, j'ose pas te regarder dans les yeux parce que forcément, je viens de subir une humiliation totale et surtout que je sais que tu me reconnaîtras pas et que j'ai le visage complètement balafré et la blessure est encore purulente, enfin tout est encore vif pour moi. Je sais pas si c'est l'onguent de Mestre Ortengrin ou si c'est tout le contexte qui me shoot un peu, enfin qui m'envoie dans des délires intérieurs. Toute autre chose n'existe pas à mes yeux. Et au moment où je prends mon casque dans les mains, je décide de ne pas le prendre et de le poser délicatement sur un tabouret avant de me diriger vers mon destrier. J'ai senti à l'intérieur de lui cette humiliation encore cuisante. J'ai essayé de m'approcher de lui et au moment où j'allais pour le toucher, je le vois déposer son aume sur le côté et ça me tétanise complètement. Je suis complètement paniquée et je m'arrête là. Il y a ton adversaire qui arrive au galop vers toi. Et tu vois sur son bouclier que c'est un Ashwood. Ashwood, c'est une maison du Nord, une petite maison mineure un peu comme la vôtre. Donc son bouclier, c'est une feuille rouge sur un fond noir. Et il te dit « Kolbir, j'ai entendu parler de votre maison, Kolbir. Je sais que vous êtes une famille respectable. Si vous n'êtes pas en état de combattre, je ne combattrai pas contre vous, Kolbir. » Je dis rien et je rajuste mon bouclier devant moi et je prépare ma lance sur mon destrier pour lui faire comprendre que je suis totalement prêt à combattre. Moi, j'essaie d'attirer son regard pour le convaincre de ne pas y aller. Et je me rends compte que plus rien n'existe autour, que je ne peux rien faire. C'est un peu dangereux sans un casque, mais j'essaierai de ne pas vous blesser, Kolbir. Ah, je ne sais pas qui a eu la sombre idée d'inviter les Whitey et les Forrester, mais j'imagine que l'inimitié entre les deux familles n'est pas connue dans le Sud. Tout découle de cette décision stupide. Bon, allons-y. Tâchez de tenir en selle le plus longtemps possible. Et il repart à l'autre bout de la lice. Les trompettes résonnent comme à leur habitude. Et vous vous élancez. Donc ton cheval, il a l'habitude. Il se lance au galop. T'es presque un peu surpris par la manœuvre. T'es un peu emmené en avant. Moi, à ce moment-là, j'ai un éclair de lucidité et je me rends compte que Andrea, en ayant enlevé son aume, a attiré encore plus fortement l'attention sur cette joute, que tous les Forresters sont complètement happés par le spectacle. Mais pas que les Forresters, hein. Toute la foule est choquée de voir un homme sans casque partir à la joute. Ouais. Et je me dis que c'est du coup le meilleur moment pour essayer de l'extraire du groupe. Et je cherche Andrew Estremont dans la foule. Donc tu cherches dans cette foule immense, essayer de retrouver Andrew Estremont par rapport aux dernières fois où tu l'as vu, où il était assis la dernière fois.
Mais là, tu n'arrives à repérer aucun membre de la famille Estrom. Tout s'élance très vite et au moment où je me rends compte, ça fait déjà 3 passes qu'on vient de terminer et je réalise simplement qu'on a fait que se frôler, qu'on a fait que se tourner autour comme une danse qui n'ose pas rentrer dans le vif du sujet. Déjà, je sens plus trop mon corps parce que je n'ai pas mangé depuis je ne sais combien d'heures, je n'ai pas bu non plus, je suis complètement asséché. J'ai la douleur qui, à mesure que le cheval m'entraîne, revient comme des pics aigus. Mais surtout, ouais, je me sens beaucoup plus léger, le fait de ne pas avoir mon casque, je sens le vent en fait me s'abattre sur mon visage. Volant ne cesse de griser l'une contre l'autre, tu es vraiment sur la défensive, tu essaies de rester sur ton cheval du mieux que tu peux. Lui, tu sens qu'il enchaîne, en même temps tu sens qu'il n'a pas envie de te blesser. Et vraiment, c'est un espèce de dialogue de sourds où ni l'un ni l'autre vous n'arrivez à vous désarçonner. Les passes s'enchaînent, Volant se brise. Et tu en es du coup à la 7e et dernière passe. Après celle-là, ce sera au roi de trancher qui a gagné. Et lui, il s'élance de manière un petit peu plus féroce que la première fois. Je tiens mon équipement par simple mimétisme. J'ai ma main qui ne serre même pas mon écu. La seule chose dont je suis certain, c'est que je ne quitterai jamais du regard cette créature jusqu'à ce que cette scène se termine. Il s'approche et t'as juste le temps de te dire, en voyant sa lance, trop haut, avant qu'il y ait un choc terrible. T'as des éclats de bois qui te explosent au niveau du visage, tout devient flou, tout devient gris, tout devient noir. T'arrives à rester en selle malgré tout, mais tu sens vraiment que ça a relancé la douleur dans ta joue. T'as une douleur horrible diffuse dans tout le côté de la figure. Et les autres, vous voyez qui revient vers vous, Andrea qui est complètement avachi sur son cheval. Il y a un drapeau rouge qui se lève, qui indique qu'effectivement Andrea Ashwood a fait un jeu dangereux. Le roi se lève immédiatement et dit « La victoire est accordée à Andrea Kolbir !» Et donc il y a toute la foule qui se lève et qui acclame ce moment un peu glorieux où tu as ajouté sans casque. Il arrive vers vous, il saigne, il y a toute la joue qui est rouge de sang. Vous voyez qu'en fait c'est pris plein d'éclats de bois, il y en a encore qui sont fichés dans son visage. Et vous voyez que son œil est totalement arraché, balafré, qu'il y a un énorme éclat de bois qui est planté dedans dans son œil gauche. Je sens absolument plus mon corps, je sais que quelque chose se passe parce que je ne vois plus rien en fait. Et la seule chose que je sais, c'est que mon cheval avance par automatisme vers la tente de repos. Quand je sens au bout d'un moment que le soleil ne vient plus chauffer ma peau, ça m'indique que je suis sous la tente. Je me laisse complètement aller et je glisse sur le côté de ma selle et je m'écrase. Et c'est le noir. Astrée, toi, tu étais dans les gradins et tu as vu la scène de loin. C'est à ce moment-là, juste à la fin, que j'ai à nouveau regardé ce qui se passait sur la joute. Et quand je le vois rentrer dans la tente, je fonce dans la tente pour aller le voir. Ben, tout le monde qui se précipite, il y a Roderick, Grégor qui sont autour de toi, qui disent « Andrea !» Et ils tournent, ils mettent sur le dos, ils voient que t'es complètement balafré, effectivement, que t'as perdu ton œil gauche. Tout de suite, il y a Mr. Thorntengrim qui prend ses ustensiles et qui commence à essayer de te récupérer et de voir s'ils peuvent te soigner. Vous êtes du coup tous sous la tente des Foresters. Vous êtes autour du corps d'Andrea qui est pansé, il a tout le visage qui est recouvert de bandages, il est totalement parti et évidemment il n'est plus du tout conscient après ce choc violent. Maître, est-ce qu'Andrea va survivre ? Oui, je le crois, et je pense que son œil est totalement perdu, mais il a juste plein d'échardes de bois plantées dans le visage, donc il aura des cicatrices qui lui resteront toute sa vie, et évidemment il ne récupérera jamais son œil, mais le reste n'a pas été touché. Je pense qu'il risque de se réveiller dans quelques heures, quelques jours, ça je ne saurais dire. Roderick, j'espère que tu comprendras. Sœur Grégor, je vous demande la permission de rester auprès de mon frère. Bien sûr, Astrée, ça me paraît évident. Nous allons rester également près de lui pour veiller sur lui et voir quand est-ce qu'il aura repris connaissance. Vous n'êtes pas obligé de rester, je me porte garante de bien m'occuper de mon frère, bien évidemment. Bien sûr, Astrée, ne t'inquiète pas, on te fait confiance. Mais il se bat pour nous, Andrea se bat pour nous et ça me semble important de rester là dans ce moment difficile. Tu arrives à faire entendre sans vraiment qu'ils s'en rendent compte à Roderick, à Grégor, que tu as besoin de rester seul avec ton frère. Et il quitte la tente en se disant effectivement que tu seras la personne la plus à même de t'occuper de lui et de rester auprès de lui. Et eux, ça va leur soulager un peu la tête de partir. Dame Astrée, je suis profondément désolé pour votre frère. C'est un modèle pour nous tous. Et je m'en vais.
Pendant ce temps-là, au moment où tu sors, tu as Cale qui est en train de jouter. Cale, il brise 3 lances, mais il s'impose contre le Dornien Tigor Will pour les quarts de finale. Il y a Anton Estremont qui brise 4 lances avec Ser Preston Verchamp et qui fait donc chuter le dernier membre de la garde royale, qui le félicite devant une foule emballée. Si Andrea se remet de ses blessures et remonte en selle, s'il n'est pas forfait, ce sera contre Anton Estremont qui joutera pour les quarts de finale. Il y a Geoffrey Harding du Val, l'homme qui avait battu Torren Whitehill, qui s'impose face à Renly Baratheon, donc le petit frère du roi, qui devient un peu le chouchou de la foule, qui scande son nom longtemps après sa sortie du terrain. Il se retrouvera au prochain tour face à Garland Tyrell, donc le petit-fils de Olenna Tyrell que vous avez déjà rencontré, qui est également qualifié. Cale, au prochain tour, affrontera Franklin Roseby, qui a vaincu Ser Barristan Selmy dans une joute épique. Ser Barristan Selmy, c'est le commandant de la garde royale. Du coup, ça évite à Cale de rencontrer le commandant de la garde royale au prochain tour. Avant qu'il y ait toutes ces joutes, je m'étais quand même penché vers Andrea parce que il y a vraiment une connexion entre nous, surtout après ce qui nous est arrivé, ce qu'on a vécu ensemble. Je suis totalement éreinté, mais je lui dis courage, mon ami, avant d'aller m'installer au soleil pour regarder le reste des joutes et me somnoler à moitié en même temps que je regarde tout ça. Je me penche à l'oreille d'Andrea, même s'il y a peu de chances qu'il m'entende, et je lui chuchote à l'oreille, je vais essayer de nous sortir de là. Je sors furtivement de la tente, le plus discrètement possible. Je vois Freya et Harald de dos. Je passe le plus discrètement possible derrière eux. Et je cherche dans la foule Andrew. Donc tu pars à la recherche de Andrew Estremont. Daemon, Duncan, vous êtes dehors avec Roderick et Grégor. Et Lord Grégor vous dit bon les garçons, je sais que la reine nous a très clairement dit d'arrêter de nous mêler de ces affaires, mais plus nous aurons la main sur cette histoire, plus nous serons à même de nous en dépatouiller. J'ai demandé à Méric de partir de Port-Réal. Il est vrai que pendant la guerre, j'ai donné et utilisé plusieurs boucliers en bois de ferrugier. Et quand j'ai réfléchi à l'origine de ce bouclier ensanglanté qu'on nous a présenté, je me dis que peut-être il date de cette époque, parce que c'est un bouclier assez ancien d'après mes estimations. Et donc Méric va partir juste quelques jours, il reviendra à la fin du tournoi pour aller voir quelques coins autour de Port-Réal, voir si le bouclier, s'il n'y a pas un bouclier qui manque, ou s'il n'y a pas un bouclier qui a été retrouvé, voilà, il va aller enquêter. Donc on ne pourra plus compter sur lui pendant quelques jours. Imaginez si c'est la reine qui est concernée par tout ça, rester ici, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On finit le tournoi et on rentre à la maison. Mais la main du roi, Lord Jon Arryn, nous a demandé explicitement de rester pendant toute la durée du tournoi. Sans quoi nous serions très certainement jugés coupables. Bien sûr. Bien, allez, je sais que le moral est un peu au plus bas, et je suis sûr que Andrea va se tirer cette mauvaise passe et que nous allons sortir notre famille de cette situation un peu compliquée. Moi, en attendant, pendant tout ça, je suis allé juste observer les dernières joutes pour observer le prochain adversaire de Duncan. C'est un excellent cavalier, c'est un sacré jouteur. Tu vois que le prochain adversaire de Duncan, il va être assez corsé parce que c'est un homme qui est habitué au tournoi et à la joute, et il est extrêmement précis et il a un sacré bon gabarit aussi, du coup qui pourra rivaliser avec celui de Duncan, ce qui ne lui laissera plus d'avantage à ce niveau-là. Donc j'observe effectivement les points forts de cet adversaire qui s'annonce redoutable, mais je crois encore en Duncan et en ses chances, et pourquoi pas sur une joute. Astrid, tu es au niveau des tribunes, les joutes sont en train de se terminer, tout le monde est un peu en train de se lever et de partir, et tu vois le clan Estremont qui sont tous là, et il y a Allegra Estremont et ses 2 frères, Andrew Estremont et Anton Estremont, qui sont en train un peu de festoyer les deux. Ils rigolent aux éclats, ils sont hyper contents de voir que la joute c'est bien passé pour Anton. Je m'approche doucement et je m'adresse directement à Andrew. Andrew, excusez-moi, est-ce qu'il serait possible... Dame Astrid, comment va votre frère ? Il n'est pas au meilleur de sa forme, pour tout vous dire. Très bien, si vous avez besoin de soins, ou en plus, je peux envoyer un maître pour épauler le vôtre, pour l'aider à se rétablir. Évidemment, ça ne sera pas de refus, mais je n'étais pas venue vous voir pour cela. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une aparté avec vous ? Et Allegra qui dit une aparté. Si vous avez affaire avec mon frère, je suis sûr que vous aurez également des choses intéressantes à dire à sa grande sœur. Je voulais, si c'était possible, m'entretenir seule avec votre frère.
Allegra. Je vois qu'elle t'a un peu rentré dedans et que le fait que tu restes très stoïque par rapport à ça, elle se sent pas capable de faire une esclandre devant autant de gens, donc elle te jette un peu un regard noir, elle fait un petit pas en arrière et elle te laisse partir avec son frère Andrew. Donc tu as son jeune frère qui doit avoir, enfin jeune, il est plus vieux que toi, il a 26 ans, mais c'est son jeune frère à elle. Il est en aparté avec toi, vous mettez dans un coin discret, au moment même où il y a tout le monde qui évacue l'hélice. Dites-moi, Madame Astrée, en quoi puis-je vous aider? Andrew, vous avez dit tout à l'heure qu'il était possible de revenir vers vous, de faire affaire directement avec vous, donc je souhaiterais vous faire part de mon idée. Une opportunité comme celle qui m'a été offerte par la reine tout à l'heure ne me sera certainement jamais reproposée. Mon frère est dans une très mauvaise passe, je sais qu'il va s'en sortir. De son côté, Roderick souhaite toujours m'épouser, mais je sais qu'il sera possible de repousser l'échéance de notre mariage. Je souhaiterais faire part à la reine que je suis d'accord pour devenir une des dames de sa cour. Je souhaiterais seulement qu'elle puisse imposer ce choix aux Forrester puisque je ne suis pas sûre de pouvoir les convaincre. À partir du moment où vous choisissez de rejoindre la cour de la reine, je pense que les Forrester n'ont plus vraiment leur mot à dire. L'autorité de la reine fait loi. Malheureusement, mon autorité à moi auprès des Forrester n'assurera pas le bois de Ferrugier en échange de ma compagnie. Ah, pour cela, du coup, effectivement, il faudrait peut-être avoir l'aval des Forrester, puisque je pense que l'un n'ira pas sans l'autre. Dans ce cas-là, je me sens peut-être capable de pouvoir convaincre Dame Freya, et elle, à son tour, saura convaincre sa famille. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à revenir me voir, et évidemment, je vous accompagnerai pour donner votre décision à la reine Cersei. Puisse les 7 veiller sur votre frère, et j'espère que son rétablissement sera prompt. J'enverrai mon maître personnel aider le vôtre dans la tâche de s'occuper de lui. Je vous remercie. Pendant que tout le monde est en train de regarder les joutes, je décide de rentrer dans la tente pour savoir si Astrée a besoin de quelque chose, d'un soutien pour lui apporter mon soutien. Alors t'es un peu étonné parce que t'as juste Vali qui est levé au pied du lit de Andrea qui est en train de grogner et tout, en train de ronronner, il se lève et il vient se frotter à toi quand il te voit rentrer, mais c'est la seule présence qu'il y a dans la tente. Je fais un câlin à Vali et je suis assez surprise de ne pas voir Astrée. À ce moment-là, je reviens et j'entre dans la tente. Je me retrouve face à Freya. Je suis évidemment un petit peu décontenancée parce que je ne m'attendais pas à la voir là et j'espérais pouvoir garder secrète ma démarche. Enfin, je rentre en perdant un petit peu ma confiance en moi. Je vois qu'elle est surprise et un peu gênée de me voir dans la tente. Dame Freya, mais vous êtes là? Oui, Dame Astrée, je voulais savoir si vous aviez besoin de quelque chose. J'étais justement en train de vous chercher à l'extérieur. Je ne vous ai pas trouvé, donc... J'étais pourtant juste à côté. Apparemment, vous étiez déjà dans la tente au moment où je vous On a cherchais. dû se croiser. C'est ça. Tout à fait. Tout va bien du coup? Eh bien, tout va bien. Comme vous le voyez, il ne s'est toujours pas réveillé. J'espère que Maître Ortengreen pourra le sauver. Je l'espère aussi. Il y a Roderick qui arrive et qui dit « Les filles, Daemon, venez tout le monde. J'ai appris que Lord Whitehill était reparti pour Haut Point avec les cendres de son fils. Il est reparti avec son plus petit fils, Griff, mais il a laissé derrière lui Ebert, Torren et Gwyn. Et je vous dis ça parce que je les ai vus nous jeter des regards noirs pendant les joutes. Et j'espère qu'ils ne seront pas à l'origine de grabuge pendant le restant du tournoi, mais à mon avis, s'ils sont restés ici, c'est qu'ils ont quand même la ferme intention, je pense, de continuer à enquêter sur la mort de leur frère. Je demande à Kale, est-ce que je peux te parler? Écoute, je peux pas me détourner de cette famille. C'est pas possible. Je peux pas m'éloigner d'eux, on peut pas retourner à notre vie. Je comprendrais si t'as envie, mais je peux pas retourner à ma vie d'avant. C'est pas possible. Je suis trop impliqué. Est-ce que c'est pas le fait d'être un peu attiré par Freya qui te fait voir les choses sous un autre prisme? Non, ça n'a rien à voir. T'en es sûr, hein? Certain. D'accord. Non, c'est simplement que je peux pas laisser la mort de Carmine Venn, je peux pas... Tu es avec moi? Toujours. Merci. Toujours. Après ce que Sir Gregor nous a dit que les Whitehill nous regardaient d'une façon noire, et que je comprends totalement, j'essaie d'aller les voir, car après la mort de leur frère, qui était un peu dû à notre duel, je me sens pas forcément coupable, mais j'ai envie aussi d'éclaircir cette histoire, donc je décide d'aller les voir pour leur en parler en paix, y aller calmement et leur dire que justement, avec toute mon honnêteté, que j'aimerais également savoir ce qui s'est passé, donc j'aimerais leur poser des questions. Quelle personne a vu leur frère en dernier? Les dernières heures qu'il a passées avant notre joute, avant notre combat?
Donc je décide d'aller les voir pour leur poser quelques questions. Tu cherches dans la foule les White Hill. Tu ne vois pas Ebert, qui est du coup le nouvel héritier de Haut-Point après que son frère Karl soit décédé. Ebert, celui qui a un gabarit un peu frêle, voilà, mais qui a des yeux perçants, tu sens qu'il est quand même un peu plus malin que ses deux grands frères. Tu ne vois pas Gwyn non plus. Par contre, il y a Thoren, qui lui est en train de s'occuper de son cheval, qui est un énorme hongre, très gros, qui vient des montagnes du Nord. Sœur Thoren, bonjour. Il se retourne. Storm! Je viens en paix, je ne veux absolument aucun... En paix! Vous avez tué mon frère, assassin! Attendez 2 secondes. Vous partez maintenant! Sinon je ne réponds plus de rien. Sœur Thoren, je viens en paix, je viens juste discuter. Il sort devant toi son énorme Morgenstern, tu vois cette boule hérissée de pics énormes. Il dit assassin! Je suis désarmé, je n'ai pas d'arme. Je garde mon arme dans mon étui. T'as cette énorme boule qui fracasse ton plastron, t'es jeté dans l'herbe. Donc après le coup, je tombe à terre, déjà pris par la surprise et par la douleur qui me lance et qui me paralyse. Tout le monde se précipite. Et tout le monde se met entre toi et Thoren. Et vraiment, tu sens qu'il y a besoin d'au moins 7 hommes de la milice pour réussir à le retenir parce qu'il est encore en train de te hurler dessus. Assassin! Je vous tuerai tous! Tout le monde arrive à le retenir et on te traîne un peu au loin. Tu vois dans ses yeux qu'il est fou de rage, quoi, et qu'il a une pulsion meurtrière qui palpite. Il est plus maître de lui-même, quoi. Il te regarde avec une haine indescriptible. Ok, je suis déjà groggy par le coup que je viens de prendre et aussi halluciné déjà par la surprise et la peur de le voir comme ça enragé. Je me dis qu'il va me tuer dans la seconde. Si personne n'était autour, j'étais mort. Je prends du recul, j'essaie de m'éloigner le plus possible en espérant que les autres l'arrêteront à temps pour pas recevoir plus de dégâts que ça. À la suite de ta joute, tu as reçu discrètement, comme d'habitude, un mot d'un palefrenier, discrètement, qui te l'a mis dans la main. C'est encore une invitation pour un rendez-vous secret, toujours au même endroit, la source de Jade, donc un bordel dans lequel vous pourrez vous rencontrer de manière assez discrète. J'ai très envie de parler à Gwyn, j'ai des choses à lui dire et je saute sur l'occasion, je m'y rends directement le plus discrètement possible. Comme d'habitude, tu as ta capuche sur la tête, tu montes les escaliers et tu arrives devant cette chambre où la porte est entrebâillée. J'ouvre la porte, je vous fais confiance, je me dis qu'après notre dernière conversation, ça devrait à peu près bien se passer. Tu ouvres la porte et tu vois Gwyn qui est devant toi. Et il y a Ebert qui a la main sur sa bouche. Et au moment où tu te retrouves face à eux, tu as la porte de derrière toi qui est ouverte à la volée. Tu te fais éjecter par terre au sol. Tu te retrouves par terre sur le sol en bois. T'as à peine le temps de te retourner que tu vois Harris Besker, le maître d'armes des White Hill, qui est sur toi et qui se frappe à plusieurs reprises avec ses dans le visage. Je sais qui est l'assassin! Il te frappe, tu sens le goût du sang dans ta bouche qui arrive. Et après, tu entends la voix de Ebert qui dit arrête, Harris! Arrête! Il se relève au-dessus de toi, il est au-dessus de toi comme ça, il dit laissez-moi le tuer, Ebert! Personne ne le saura! Arrête, je te dis, Harris! Je suis le futur lord de cette maison, tu devrais commencer à m'écouter, mon oncle. Et à respecter mes ordres. Et il y a Gwyn qui tombe à genoux, il la lâche, et elle est en pleurs et tout, elle est un peu... Vraiment, elle est complètement perdue, elle te dit désolé Duncan, désolé, j'ai rien pu faire, ils ont découvert mes messages. T'inquiète pas. Il y a Harris Besker avec son gros casque à corne debout qui est au-dessus de toi comme ça, qui te maintient au sol. Et tu as Ebert White Hill qui s'accroupit à côté de toi. Pas du tout menacé par ta présence, voilà, il te regarde de haut comme ça. Une drôle d'idée, Forrester, que d'essayer de séduire la fille de votre lord ennemi. C'est la dernière fois que vous voyez avec Gwyn. Et si je recroise ton chemin, je te tuerai moi-même. J'ai tué l'assassin de Karl. Et qu'est-ce qui te fait croire que c'est l'assassin de Karl? Il me l'a dit. Oui, je sais ce que vaut la parole d'un Forrester. Je fais ça pour vous, pour moi, pour nos familles, pour qu'on arrête de s'entre-déchirer. J'aime vraiment votre sœur. Tu vois, il a fait un petit signe et Harris te remet une énorme patate. T'as ton nez qui vole en sang. Et tu sens que cette réplique ne lui a pas plu. Je vais le dire une dernière fois, Forrester, après je te trancherai la gorge. C'est la dernière fois que tu vois ma sœur. C'est la dernière fois que tu adresses la parole. Gwyn, viens. Il la prend par le bras et ils partent les deux. Et après un petit moment, t'as Harris Besker qui est au-dessus de toi, qui se relève, qui te crache dessus comme ça. Si ce n'avait été que ma décision, tu serais mort, Forrester. Ouais, ça a été que votre décision, vous n'auriez pas fait grand-chose de toute façon. Et il tourne les talons et il s'en va. Duncan,
Difficile de cacher les contusions qui boursouflent un peu ton visage. Ouais. Tu retournes au camp des Foresters et tu vois devant la tente Harald qui a l'air blessé au torse et tout le monde est un peu abattu. Tout le monde est là. Daemon est là, Cale est là et il y a Lord Gregor qui est en train de parler avec Ebert Whitehill. En te voyant, Ebert Whitehill te jette un regard noir. Il tourne les talons et il s'en va. Et ce regard est quelque part pas grand chose par rapport au regard de déception que te jette ton père au moment où il te voit arriver. Tu sens le poids des regards de tout le monde qui est sur toi. Et il y a Grégor qui te dit: Est-ce vrai? C'est vrai. J'ose pas le regarder dans les yeux, je préfère regarder le sol. Non. Non. Duncan, et il vient vers toi, il t'agrippe comme ça, vraiment, il te regarde vraiment, il a sa tête à côté de toi. Non, fils, qu'as-tu fait? Es-tu fou? As-tu perdu la tête? Ce sont nos ennemis! Non, pourquoi? Pourquoi là, Duncan? Explique-toi! C'est parti de rien, j'étais parti chasser, je l'ai croisé, on a eu un coup de foudre, quelque chose, et je me suis dit peut-être... Il recule et il titube comme ça, il est vraiment... Non. Tu es fou. Tu as perdu la tête, Duncan. Je voulais essayer de régler le problème, je me suis dit peut-être qu'on pourrait... Règle le problème avec les Whitehill! Les Whitehill! Ils ont tué mes frères! Ils ont pendu mon petit frère à un arbre! Ton oncle à un arbre! Et qu'espérais-tu? Que je dise oui à une union de la sorte? Que j'accepte? Que tu te maries à l'ennemi? Je suis désolé. Non, tu n'es pas mon fils. Tu as mené ta famille vers grand risque. Tes sœurs auraient pu être mises en danger par ta faute, ta mère, tes frères. Tu as trahi ta famille, Duncan. Non. Tu n'es pas mon fils. Père, vous allez trop loin. Toi aussi, Freya. Tu vas te retourner contre ta famille. Je ne veux me retourner contre personne. Mais vous allez trop loin avec ces propos. Réalises-tu ce qui s'est passé? Réalises-tu que nous aurions pu tous mourir à cause de cela? Il n'a pas choisi. Freya ne t'emmène pas. Sœur Grégor, je ne voudrais pas m'interposer, je sais que ce n'est pas ma place. Mais si nous voyons un peu plus loin, c'est peut-être une occasion pour nous de pouvoir faire croire que nos deux familles s'allient. Si vous acceptez cette union... Mais vous ne connaissez pas les Whitehill, vous croyez que Lord Whitehill va accepter cette union et lui donnera sa bénédiction? Et il nous tuera tous pour cela, tous! Cette union, c'est la guerre! C'est la mort, c'est Ironrace qui sera en flammes! Personne n'empêchera la colère de Lord Whitehill! Non! Ça n'arrivera jamais, je ne sais pas quelle fantaisie t'est passée par la tête, Duncan, pour croire à un moment que ça pouvait bien terminer cette histoire. C'est fini! Tu as mis ta famille en danger, et cela je ne l'accepterai pas. Parce que je voulais... Tu as fait ton choix. Je te bannis, Duncan. À la fin du tournoi, tu quitteras Westeros pour ne plus jamais y revenir. Ou tu peux aller jurer serment pour la garde de nuit et finir tes jours sur le mur. Si cela t'est préférable. Père, réfléchissez, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai bien réfléchi! Et malgré vous, je protégerai cette famille. Tout ce que j'ai fait dans ma vie n'a été que pour protéger cette famille. Justement, réfléchissez pour la protéger au mieux. Mon choix est fait, Astrée! Mais ça a été une erreur. Freya! Une erreur qui a duré depuis combien de temps? Sœur Grégor, je comprends votre énervement, mais Duncan est encore jeune, c'est une erreur effectivement fatale et terrible qui arrive à votre famille, mais il est encore jeune, ne prenez pas une décision aussi radicale. Où est ta loyauté, Harald? Qui es-tu? Justement. Tu es mon maître d'armes! Je suis loyal dans votre famille depuis des années. Et je prends les décisions pour cette famille. Ta loyauté va à cette décision. Nous ne pouvons pas perdre Duncan, père. Il est perdu! Il s'est perdu lui-même! Mais je ne veux pas perdre mon frère, père. Il est perdu pour moi et pour les autres. S'il vous plaît. Il faudra t'y faire, Freya. Il faudra t'y faire. Ce n'est pas moi qui ai pris cette décision. Ah! Il part, il rentre dans la tente. Et il vous laisse seul. Les uns avec les autres. Je prends mes affaires et je sors de la tente. Je me le mets suis. juste à l'extérieur, je me pose dehors. Moi, je le suis, je le prends dans mes bras. Il y a Roderick qui reste avec toi aussi, Duncan. Et il te dit, Duncan, j'ai la responsabilité de l'avenir de la famille entre mes mains. Évidemment la décision de père si je veux être apte à pouvoir gouverner par la suite. Je me dois de la respecter. Mais ne pars pas sur le mur. Ah, je compte pas y aller. Tes vœux sont pour le restant de tes jours, alors que si tu pars en exil, le jour où père décédera,
Tu sais que je pensais pas mal, Roderick. J'ai pas réfléchi, je me suis dit, ça se trouve, en plus, je pouvais tout arranger entre les deux familles et... T'es tombé amoureux et puis c'est tout. Et tu vois quand même que... il a du mal à te dire les mots et il voit un peu ça comme, oui, quand même, comme une forme de trahison, quoi. Bah, c'est trop tard maintenant. Il faut juste assumer tes choix. Espérons que les choses s'arrangent avec le temps. Père et qui il est, peut-être que un jour il trouvera en lui la force de te pardonner. Et il s'en va. My king is gone away. The bells are tolling for winter's hounds, and there is no say brave enough to make tomorrow a glowing day. Here's your mother. It is your kin. Shall they be home when battle comes? Shall they be home when you'll be gone? Il se jette sur toi et te met un énorme coup de... Ok, quand même. Ok. T'aurais dû rebondir à... T'es sûr que tu as ça? Ouais, d'accord. Apparemment, c'est l'annonciateur de mauvaise augure. D'accord, mais il est tout gamin, je vais le défoncer. Moi, j'aime Hugo. C'est un géant. C'est le Ah, grand, le- quand même, C'est hein. une grande baraque. C'est Mais c'est pas le dernier de la famille? Non, C'est pas très énorme. Eh bah ok, mais vas-y, mais viens.